Lorsque vous observez un cerveau, vous voyez sa surface, ses circonvolutions, sa complexité. Mais à l'intérieur, caché au cœur de la substance nerveuse, se trouve un système de cavités reliées entre elles, les ventricules cérébraux. Ces ventricules ne sont pas de simples espaces vides. Ils forment un véritable réseau fonctionnel dans lequel circule un fluide essentiel, le liquide céphalorachidien ou cérébrospinal. Le rôle de ce liquide est très important. Il protège le cerveau contre les chocs, régule la pression à l'intérieur du crâne et transporte certains nutriments et déchets. Dans cette capsule, nous allons découvrir ensemble les 4 ventricules du cerveau, leur forme, leur emplacement et la manière dont ils communiquent entre eux pour assurer la circulation du liquide cérébrospinal. Pour bien comprendre ce système, commençons par les cavités les plus grandes, les ventricules latéraux. Ils se trouvent à l'intérieur de chaque hémisphère cérébral et représentent le point de départ de la circulation du liquide cérébrospinal. Voyons maintenant leur forme, leur position et leurs principales parties. Les ventricules latéraux, pairs et symétriques, creusés dans l'épaisseur des hémisphères, ils décrivent chacun une courbe en fer à cheval à concavité antérieure qui circonscrit la convexité du noyau codé. Sur cette maquette qui représente une coupe sagittale du cerveau, on reconnaît le ventricule latéral. Chaque ventricule latéral présente à étudier 4 portions. Une branche supérieure horizontale qui s'avance dans le lobe frontal, c'est la corne frontale. Une branche inférieure qui s'avance dans le lobe temporal, c'est la corne temporale. Un diverticule postérieur qui s'enfonce dans le lobe occipital, c'est la corne occipitale. Un segment intermédiaire où se réunissent les 3 cornes, c'est le carrefour ventriculaire. Sur une vue supérieure des ventricules latéraux, on voit que les 2 ventricules convergent par leur corne frontale, qui ne sont séparés que par le septum pellucidum et divergent par leur corne temporale. Ces ventricules sont tapissés d'un épithélium simple appelé épendyme et abritent un élément fondamental, le plexus choroïde, c'est ce que vous voyez ici en point rouge, le plexus choroïde, qui est formé de replis vasculaires recouverts d'épithélium. On voit que ce plexus choroïde, il s'étend au niveau du plancher du ventricule latéral et s'étend et se poursuit dans le toit de la corne temporale. Donc, si vous voulez, on peut le compléter, il fait comme ça. Donc voilà donc le plexus choroïde au niveau des ventricules latéraux. Donc c'est au niveau de plancher de corps ventriculaire et au niveau de toit de la corne temporale. Il est important de noter qu'il est absent de la corne frontale et de la corne occipitale. Sur le plan fonctionnel, c'est ici que se sécrète la majeure partie du liquide cérébrospinal qui remplira ensuite l'ensemble du système ventriculaire. Et surtout, ce plexus choroïde n'est pas isolé. Il se prolonge à travers le trou de Monro au foramen interventriculaire pour rejoindre le 3e ventricule ici. On le trouve au niveau de toit de 3e ventricule, où il se fixe à la toile choroïdienne. Cette continuité assure une production et une circulation homogène du liquide cérébrospinal dans tout le système. Nous venons de parcourir les ventricules latéraux, véritables réservoirs du liquide cérébrospinal. Ce liquide produit par les plexus choroïdes va maintenant quitter chaque ventricule par un passage étroit qu'on appelle le trou de Monro au foramen interventriculaire. Donc vous voyez ici les flèches, c'est la direction
du liquide cérébrospinal au niveau du ventricule latéral, puis il va quitter le ventricule latéral par le foramen interventriculaire et c'est par cette porte médiane que le liquide rejoint une cavité plus centrale, plus étroite, située au cœur du diencéphale, c'est le troisième ventricule. Donc voici la sortie du liquide cérébrospinal à travers le foramen interventriculaire pour se retrouver au niveau du troisième ventricule. Le troisième ventricule est une fente verticale et médiane située entre les deux thalamus. Il occupe la partie centrale du diencéphale. Son toit est constitué d'une fine membrane vasculaire, la toile choroïdienne qui suspend le plexus choroïde du troisième ventricule. Ce plexus, on a expliqué tout à l'heure qu'il est en continuité directe de celui des ventricules latéraux. Il passe à travers le trou de Monro. Sur une vue sagittale, on peut observer cette cavité comme une fine fente verticale entre les masses thalamiques, parfois une adhérence interthalamique relie les deux thalamus et traverse la cavité du troisième ventricule, formant un petit pont de substance grise qu'on voit ici. À sa partie antérieure, le troisième ventricule communique avec les deux ventricules latéraux par les foramen de Monro et en arrière, il se poursuit par un canal étroit qu'on appelle l'aqueduc de mésencéphale ou l'aqueduc de Sylvius. Par ce canal, le liquide céphalorachidien au cérébrospinal poursuivra son chemin vers la cavité suivante, plus caudale, le quatrième ventricule. Donc, vous voyez ces flèches, c'est la direction du liquide cérébrospinal qui va quitter le troisième ventricule, traverse l'aqueduc de mésencéphale vers le quatrième ventricule. Le quatrième ventricule est une cavité lozangique médiane située à la jonction entre le tronc cérébral en avant et le cervelet en arrière. Son toit est constitué de deux parties. Une partie supérieure, formée par le voile bidulaire supérieur et les pédoncules cérébelleux supérieurs. Une partie inférieure, plus fine, formée par la membrane épendymère inférieure et la toile choroïdienne qui contient le plexus choroïde du quatrième ventricule que l'on voit ici avec ces points rouges. Ce plexus choroïde continue le travail de sécrétion du liquide cérébrospinal. Mais ici, le liquide ne reste plus confiné, il va s'échapper vers l'extérieur du système ventriculaire. Trois orifices assurent cette communication. Un orifice médian, c'est le trou de Magendie, et deux orifices latéraux, les foramen de Luschka ou les ouvertures latérales du quatrième ventricule. Par ces ouvertures, le liquide cérébrospinal quitte les cavités internes du cerveau pour se déverser dans les espaces sous-arachnoïdiens qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. À partir de là, le LCR circulera librement autour de l'encéphale, remplissant les citernes et remontant vers les espaces péricérébraux avant d'être résorbé par les vélosités arachnoïdiennes. Vous voyez les flèches donc montrant donc le liquide cérébrospinal qui entoure l'encéphale. Le quatrième ventricule marque donc la fin du système ventriculaire interne et le début de la circulation externe du liquide cérébrospinal. Il relie les cavités de tronc cérébral à l'espace sous-arachnoïdien, assurant ainsi la continuité entre la production
la circulation et la résorption du liquide cérébrospinal. Avant de conclure, il est essentiel de relier cette anatomie à la clinique. Le liquide cérébrospinal circule en permanence dans le système ventriculaire et autour du cerveau et de la moelle épinière. Son volume total est d'environ 150 ml, dont à peu près 30 ml se trouvent dans les ventricules. Ce liquide est constamment renouvelé. Les plexus choroïdes en sécrètent environ 500 ml par jour, ce qui signifie que le LCR est entièrement remplacé 3 à 4 fois toutes les 24 heures. Toute obstruction sur ce trajet, qu'elle soit congénitale, tumorale ou inflammatoire, peut rompre cet équilibre délicat entre production, circulation et résorption. Par exemple, une sténose au niveau de l'aqueduc du Sylvius empêche le passage du liquide cérébrospinal du troisième ventricule vers le quatrième ventricule. C'est l'hydrocéphalie non communicante. À l'inverse, si le liquide s'accumule malgré des ventricules ouverts, il s'agit d'une hydrocéphalie communicante, souvent due à un défaut de résorption au niveau des villosités arachnoïdiennes. Dans les deux cas, le résultat est le même: dilatation des ventricules, augmentation de la pression intracrânienne et apparition de symptômes comme les céphalées, les troubles de la marche ou les troubles visuels et cognitifs. Ainsi, connaître le trajet de LCR et sa dynamique, c'est comprendre la logique des pathologies qu'il affecte et poser les bases de raisonnement clinique en neurologie et en neurochirurgie. En résumé, le système ventriculaire forme un réseau continu de cavités où circule le liquide cérébrospinal. Du plexus choroïde à sa résorption dans les espaces sous-arachnoïdiens, le LCR assure 3 fonctions essentielles: protéger, nourrir et réguler le cerveau. Comprendre ce trajet, c'est comprendre la physiologie du cerveau vivant, mais aussi les bases des grandes pathologies comme l'hydrocéphalie.